risque de spoiler dans cette vidéo. Macaron vert, mon favori. Hey! Je suis tellement content de vous retrouver pour une nouvelle chronique de lecteur. Wow! Vous le savez sûrement si vous êtes des adeptes de ce rendez-vous hebdomadaire, c'est l'heure de mon bouquin. Alors pour le mois d'août, j'ai été plutôt sage, je vous l'avoue, je n'ai acheté que 4 malheureux livres. Oh, mais de qualité. On commence tout de suite avec ce premier livre, Lolita de Nab... Vous savez, moi et l'anglais, c'est... Il y a des reflets, ma main est trop petite. C'est pas grave. C'est donc une réécriture de Lolita d'Alizée que j'adore, comme vous le savez sûrement. Mais c'est bizarre à l'arrière par contre, on voit bien qu'ils essayent de mettre les paroles là, Lolita, comme dans la chanson, mais le reste c'est pas les paroles, donc je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette histoire. Et à mon avis ils se sont gourés parce que ils ont mis une photo de Taylor Swift là en couverture. Mais c'est pas grave. Ensuite, et je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Alors, je me baladais dans ma librairie et vous le savez, je suis un très grand fan des Marvel. J'adore Batman, surtout quand il vole. Et quand j'ai vu ça, Black Widow de Margaret Starhall, j'ai pas pu résister. Je me suis jeté dessus, je me suis dit prends-le. Ça a l'air d'être une belle pavasse, hein, une belle patate. Ça a l'air d'être un beau patasse. Ça a l'air d'être un beau pave. C'est gros quand même. Mais vu la gamme de couleurs et à mon avis l'histoire doit pas être très gentil parce qu'on parle quand même derrière de feu, d'apocalypse, de mort et de bagarre, je vais me le réserver pour cet hiver. C'est un livre d'hiver ça selon moi, c'est un livre d'hiver. Après je sais pas pourquoi parce que j'ai pas les autres tomes, j'ai acheté ça. Donc apparemment c'est le 3e tome d'une série qui s'appelle James Mallory, c'est celui qui se tait. Alors je sais pas qui est l'auteur, mais ça m'a l'air d'être un sacré beau gosse. Et enfin, mais là je suis aux anges, le dernier tome de la licorne lubrique, donc le tome 18, Chevauche-moi brigand. Donc vous le savez, c'est ma série fétiche, c'est ma série chouchou, c'est celle par laquelle j'ai commencé la littérature. C'est aux éditions New Dark Moon, aux collections Book Girl Ado, et on y suit donc toujours les aventures donc de cette jeune orpheline de 8 ans qui s'appelle Marwal, et qui vient du monde d'Aeternia, et qui combat donc la naine stripteaseuse, que l'on peut voir ici sur la couverture, et qui sera toujours secondée par son fidèle homme en slip. Une histoire très profonde. On va peut-être arrêter les conneries, vous êtes sur la chronique du lecteur. Allons-y. Je déteste le terme d'autrice, que je trouve franchement moche, tout comme celui d'écrivaine. Donc on va peut-être se contenter juste de parler de l'auteur, si ça vous dérange pas. Emily St. John Mandel est née en 1979 à Comox, sur l'île de Denman, sur la côte est de la Colombie-Britannique, au Canada. Elle n'est pas québécoise aussi, elle est canadienne anglophone. Ça veut dire qu'elle parle pas forcément avec l'accent qu'elle fait, bande de niaiseux. C'est pas forcément une blonde qui va prendre son char avec son chum pour aller à une party en écoutant de la bonne tune. Sacrément. Elle quitte l'école à 18 ans pour suivre des cours de danse à Toronto avant de s'installer un temps à Montréal, puis de poser ses valises à New York où elle vit aujourd'hui en compagnie de son époux. Emily écrit 3 romans qui rencontrent un joli succès d'estime, autant de la part des lecteurs que des critiques. Dernière nuit à Montréal en 2009, On ne joue pas avec la mort en 2010 qui recevra 2 prix qui commenceront donc à la faire connaître, et enfin Les Variations Sébastien en 2013, tous des thrillers. Mais c'était en 2014, avec son 4e roman Station Eleven, qui se verra honoré de plusieurs récompenses, qu'arrive réellement la consécration. Et c'est justement ce roman post-apocalyptique à la sensibilité très rare que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, laissez-moi vous parler de Station Eleven, de Emily St. John Mandel. Ce qu'il faut savoir! À Toronto, lors d'une représentation du Roi Lear de Shakespeare, le comédien principal, Arthur Lander, acteur vieillissant et fatigué sur le retour, est terrassé par une crise cardiaque. Parmi les spectateurs se trouve Jivan, un secouriste qui tente de le réanimer sans succès, sous les yeux de la petite Kirsten, une figurante. Lorsqu'il quitte le théâtre, il apprend qu'une terrible grippe en provenance de Russie est sur le point d'arriver jusqu'à eux. 20 ans plus tard, nous retrouvons un monde irrémédiablement changé, dans lequel les survivants se sont établis en plusieurs communautés alors que l'électricité n'existe plus et que l'être humain a bien failli disparaître définitivement. 99% de la population victime de la pandémie.
Nous retrouvons Kirsten qui parcourt les routes en compagnie de la Symphonie, une troupe de comédiens et de musiciens itinérantes, qui tentent d'égayer la vie de ceux qui restent en leur offrant la seule chose persistante de l'ancien monde, la musique et Shakespeare. Station Eleven est une agréable et merveilleuse surprise. L'auteure est brillante dans le sens où elle nous offre un roman de science-fiction qui n'en est pas un, qui peut plaire autant aux amateurs du genre et à ceux qui ne le sont pas du tout. La force du récit se trouve dans ses nombreux personnages, tous plus ou moins connectés, et dans son propre découpage. Pour ce dernier, le parti pris de l'auteur était de nous montrer, grâce à un va-et-vient temporel, la vie des protagonistes avant, pendant et après le désastre, mais pas que. Il y a aussi une sorte de choc des générations qui se met en place lorsque nous suivons ou croisons des personnages nés après la pandémie, n'ayant jamais connu la vie telle que nous l'acceptons et la connaissons dans notre société actuelle. S'émerveillant par exemple de la simple idée de pouvoir conserver de la nourriture au frais dans un frigo, d'avoir de la lumière à volonté ou de pouvoir survoler les villes à bord d'un avion, et dont la vision se confronte une fois mise en parallèle avec ceux d'avant, ceux qui se souviennent et qui tentent de conserver ces 10 souvenirs, et dont la population commence à se raréfier. Nous avons aussi d'autre part une galerie de personnages réellement attachants, tournant tous autour d'Arthur Lander lui-même. Nous alternons autant les points de vue que les époques avec une gracieuse facilité, alors que nous apprenons à connaître cet homme qui meurt presque entre nos bras à la première page et dont nous ne savions rien. Nous le voyons plus jeune, dévoré d'ambition et sa progression à Hollywood, connaître l'amour et ce terrible instant où l'être aimé ne l'est tout simplement plus et qu'un ou une autre devient l'attention de nos désirs. Kirsten par exemple, dans ce monde dévasté, est obsédée par l'image de Lander, qui est mort sous ses yeux et collectionne de vieux articles de magazines parlant de lui. Un des personnages m'ayant le plus touché étant celui de Miranda, la première femme d'Arthur. Une artiste timide, mal à l'aise dans le milieu du show business dans lequel son mari évolue, et travaillant avec obsession sur un projet de bande dessinée nommé Station Eleven, qui donne donc son nom au livre, et dont Kirsten garde précieusement 2 exemplaires au fond de son sac, et pouvant même servir de reflet à la situation dans laquelle sont plongés les protagonistes du récit. Il y a du suspense aussi lorsqu'un mystérieux prophète fait son apparition dans le récit, qui semble être devenu le chef d'une communauté déjà traversée par la symphonie, au sein de laquelle 2 de leurs membres avaient décidé de s'établir et ayant mystérieusement disparu. Autrefois avenants et sympathiques, les gens semblent méfiants et hostiles à leur présence, et les choses ne s'arrangent pas lorsqu'une fillette se dissimule dans une caravane de la symphonie, car elle était promise au prophète, qui en ferait ainsi sa 4e épouse. Mais ne vous attendez pas non plus à une avalanche d'action dans le roman de Emily St. John Mandel. C'est une chronique introspective du sens du mot perte à tous ses niveaux. Il y a par exemple cette liste de choses n'étant plus possible depuis la grippe et la chute de l'humanité, celle de la fin de l'amour que l'on pensait éternelle, ou encore la perte de raison de certains. Mais heureusement, il y a aussi des notes d'espoir nécessaires, et l'idée que malgré tout, dans toutes les pires situations, l'art et la culture sous toutes ses formes restent un moyen de s'évader. Le livre peut être triste, déprimant par moments, mais ne sombre jamais dans le nihilisme absolu ou la débauche de tragédie gratuite. L'auteur a un style prenant, addictif et agréable, gracieux, qui donne envie de connaître la suite des événements, mais pour autant ne joue jamais au jeu des page-turners avec un cliffhanger insoutenable en fin de chapitre. Ça se lit vite car les chapitres sont assez courts et ça reste en tête car nous avons affaire à de l'excellente littérature. À noter aussi que le livre parlera sans doute aux amateurs de théâtre dont je fais partie. Donc vous aurez compris sans problème que je vous conseille la lecture de Station Eleven sans retenue. C'est tout pour moi. Et si en cas de prochain apocalypse, vous êtes une bougresse plutôt gironde et que vous voulez tenter de survivre avec moi, merci de récupérer autant de bouteilles de Lorina agrumes et citron pressé que possible. Parce que c'est vachement bon. Après, on pourra s'installer dans la forêt et forniquer joyeusement, quoi. Et on pourra même, vu que personne ne sera là pour le voir, rejouer des scènes mythiques comme... si on est dans la forêt... la scène toute pourrie dans Twilight. Et si, tu sais, celle où Edward Cullen, il s'est mis du gloss un peu brillant sur les tétons et il dit à Kristen Stewart qu'il a la peau d'un tueur et qu'en fait non. Après, si vous êtes un mec ou une nana super moche, ou les deux, il me restera plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et à vous souhaiter d'agréables lectures.